Je vous ai écouté ce matin parler d'Olivier Véran. Manifestement, c'est une information qui vous a intéressé. Ah, je dois dire que ces déclarations dans le Parisien, oui, m'interloquent. Il a le droit d'être médecin esthétique. Ah, mais il peut faire ce qu'il veut. Le problème, c'est toujours pareil. C'est le décalage entre la parole et les actes. Mais pourquoi quel décalage? Parce que quand il était ministre de la Santé, il parlait de la pénurie de médecins, notamment dans son secteur à lui. Mais il a envie de gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. Il a envie de gagner de l'argent. Il a envie de gagner de l'argent, monsieur Véran. Voilà. Chirurgien esthétique, mais il précise, je ne toucherai ni à des pénis, ni à des fessiers, et je serai très loin des prothèses mammaires. C'est ce qu'il dit dans les colonnes du Parisien, puisqu'il va dans une clinique des Champs-Élysées spécialisée dans les liposuctions, la phalloplastie, l'augmentation du pénis et les augmentations mammaires. Bon, vous savez que la première opération au monde, c'est la liposuction. La première opération. C'est un feuilleton et on en parle régulièrement. Ce sont ces auditions à l'Assemblée nationale avec la commission d'enquête. Alors, on a écouté hier soir quelques passages. Ce qui s'est passé est absolument sidérant. Et même Madame Dati a beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid parce qu'on peut le perdre lorsqu'on est interrogé de la manière dont elle a été interrogée. Mais avant cela, Thomas Ménage, qui est député du Rassemblement national, Thomas Ménager a demandé à ce que nos excellents amis de Yann Barthès et Quotidien soient entendus, ce qui est la moindre des choses, parce qu'il se vantait de ne pas inviter les gens du Rassemblement national. Écoutez, monsieur Ménager. Nous avons depuis plusieurs semaines auditionné des chaînes, des journalistes qui ont tous confirmé, notamment C8 et CNews, qu'ils invitaient la totalité de la classe politique, l'ensemble des couleurs politiques, et nous n'avions pour le moment pas encore interrogé les seuls qui ont affirmé publiquement refuser d'inviter l'ensemble de la classe politique, notamment en refusant d'inviter le Rassemblement national, ce qui est le cas de M. Barthès et de M. Belvert. Ils l'ont même réaffirmé il y a encore quelques jours, en face d'un ministre de la République qui les a félicités, monsieur Olivier Véran. Et donc, il semblait logique, avant de clôturer les travaux de cette commission d'enquête, d'inviter les seuls qui semblent porter atteinte au pluralisme. Il faut jamais être arrogant et jamais faire preuve de morgue, parce qu'on est parfois puni. Et si Quotidien est auditionné, c'est parce que monsieur Belvert, un jour, à Sud Radio, a parlé comme vous allez l'entendre. Déjà reçu Éric Zemmour dans le Quotidien? Non, on ne l'a jamais reçu. Je pense qu'on ne le recevra jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite. Aucun. Vous n'avez jamais reçu Marine Le Pen? Jamais. Enfin, le petit journal à l'époque de la présidentielle, de la première présidentielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait été reçue, mais lors de la dernière campagne, on n'a reçu aucune personnalité. C'est pas très démocratique. Bon, on n'est pas un service public, hein, vous le savez, on est sur une chaîne privée, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Vous voyez cette morgue, j'allais dire cette bêtise aussi de parler comme ça, qu'il le fasse, pourquoi pas qu'il le dise et qu'il s'en vante. Il est puni. Oui. Et c'est sans doute ce qui est... On verra. Il est puni, oui, ils vont être entendus. On va être très heureux de se retrouver devant la commission d'enquête. Oui. Et c'est aussi de la faute, on en parlait à l'instant, d'Olivier Véran. Parce que quand il est revenu sur le plateau de Quotidien après avoir été limogé du gouvernement, il est arrivé sur Quotidien et il leur a dit bravo, vous êtes les derniers à mettre des digues, à mettre des murs avec le Rassemblement national et à ne pas les recevoir. Et si on tirait le fil plus loin, ça voulait dire que Olivier Véran, il voulait qu'aucun micro ne soit ouvert au Rassemblement national sur les plateaux. Eugénie Bastier. Non, moi je pense que tout ce qui se passe autour de CNews et la décision de l'Arcom va se retourner de toute façon à plus ou moins brève échéance contre les médias, en tout cas qui font preuve d'une absence de pluralisme envers la droite et qui sont hégémoniquement de gauche, à savoir le service public et effectivement Quotidien. Ça va leur retomber dessus. Pardon, mais moi ces auditions, j'ai vraiment l'impression que la France est l'URSS. Non, mais on va les écouter tout à l'heure. C'est du soviétisme médiatique. Je parle le fait même d'avoir des auditions comme ça. Je suis d'accord avec vous, mais dans quel pays est-on? Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je vous propose qu'on les voit d'abord et qu'on commente ensuite. Évidemment. Alors, pour monsieur Barthès, je vais dire, c'est très ennuyeux parce qu'il faut qu'il lui mette un prompteur. Je vous ai vu hier, vous m'avez fait beaucoup. Non, mais il faut qu'il lui mette un prompteur parce qu'il n'a jamais parlé sans prompteur. Il n'a jamais parlé sans oreillette. Donc, ça va être quand même difficile pour lui. Ça, je pense que c'est un souci. Thomas Ménager, retour du boomerang. Nous savons pertinemment que cette commission d'enquête a été lancée par l'extrême gauche pour salir C8, CNews. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un boomerang, un retour de boomerang pour ceux qui cherchent à attaquer C8 et CNews, puisque au final, les seuls qui affirment refuser d'inviter l'ensemble de la classe politique, c'est TMC, c'est Quotidien et M. Barthès.
Et lors des auditions, l'ensemble des dirigeants de C8 et CNews ont bien entendu confirmé le fait que l'ensemble de la classe politique, LFI compris, était bien représenté sur les chaînes du groupe Canal. Et il y a bien entendu un possible retour de boomerang pour ceux qui donnent des leçons de morale et considèrent être les détenteurs de la vérité et de la bien-pensance. Et donc, ça sera l'objectif aussi de cette commission d'enquête et des questions que nous poserons à M. Barthès et M. Belver. Bon, on verra donc si Monsieur Barthès, dit Jeff Panaclock, s'en sort bien devant cette audition dans quelques jours. Alors, en revanche, là où vous avez raison, on va écouter maintenant, je rappelle que le rapporteur est Monsieur Saint-Toul, je rappelle que le président est Quentin Bataillon, qui est beaucoup intervenu hier d'ailleurs pour recadrer parfois Monsieur Saint-Toul, et vous allez voir le premier passage lorsque Monsieur Saint-Toul demande à Madame Dati, votre première interview en tant que ministre de la Culture, vous l'avez faite dans les médias Bolloré, ce qui est faux puisqu'elle était à France Inter. Mais bon, c'est incroyable. Ouais, c'est assez sidérant d'ailleurs. Bon, écoutez cet échange. Et quand bien même. Je m'interroge sur le fait que vos 2 premiers entretiens, ou quasiment, aient été accordés au JDD et à CNews. Ma première interview a été donnée sur France Inter. Si, parce que vous dites avec beaucoup d'étonnement que j'étais sur les chaînes du groupe Bolloré, et je crois que ça n'est pas interdit d'être sur les chaînes du groupe Bolloré. J'ai la tutelle des médias, l'audiovisuel public, et évidemment j'ai aussi la responsabilité du pluralisme, de la transparence, de la probité, de l'éthique pour l'ensemble du paysage audiovisuel français. Soit vous me soupçonnez, soit vous m'accusez, monsieur le rapporteur. C'est pas digne d'un député, je vous le dis. Comme quand on s'attaque à une journaliste qui n'a jamais été prise en défaut. Aujourd'hui. Je vous le dis, ça c'est ma conviction personnelle, parce que parfois ça va trop loin. Il n'y a pas d'insinuation, simplement je pose des questions et je cherche à avoir des faits. Mais je poursuis pour vous demander des faits, Madame la Ministre, et encore une fois, je suis, à mon avis, seul juge de l'opportunité de ces questions. Avez-vous échangé avec Monsieur Bolloré, ou avec Messieurs Bolloré, Vincent Bolloré, Yannick Bolloré ou Arnaud Puyfontaine au sujet des chaînes du groupe Canal+, avant ou après votre nomination rue de Valois ? Je n'ai pas échangé avec M. Bolloré. Ni avec M. Puyfontaine. Ni avec M. de Puyfontaine, mais je peux vous dire que je reçois l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, public et privé. Les rendez-vous se poursuivent, les uns après les autres. J'ai reçu des patrons de chaîne, j'ai reçu des producteurs, je reçois des artistes, et ça continue. Et d'ailleurs, demain, je reçois les dirigeants de l'audiovisuel public, et la semaine prochaine, je reçois des dirigeants de l'audiovisuel privé. C'est mon rôle, c'est ma mission. Je suis ministre de tous les Français. Et encore une fois, je n'opposerai pas les médias privés et les médias publics. J'assume totalement de rencontrer l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel. Nous avons choisi de passer régulièrement ces séquences parce qu'elles en disent beaucoup sur le climat. Vous parliez de soviétisme. Oui, non, vous savez, j'ai vu récemment la très bonne pièce d'Anouilh, Pauvre Bitos. Oui. Et Monsieur Saint-Toul me fait penser au personnage de Pauvre Bitos. Vous savez, il joue Robespierre, en fait, et un magistrat procureur qui jouit dans le rôle du procureur parce que c'est le rôle de sa vie et que c'est un médiocre fondamental et qui jouit parce que c'est l'heure de gloire de sa vie d'être le procureur et le magistrat qui juge les autres. Eh bien, Saint-Toul, c'est Pauvre Bitos. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'est pas médiocre intellectuellement. C'est quand même un agrégé de lettres classiques. On pourrait attendre de lui une certaine hauteur. Mais c'est là qu'on voit les ravages de l'idéologie. Et comme vous dites, Eugénie, il aurait été un très bon procureur révolutionnaire à l'époque de la loi des suspects. Mais là où vous avez raison, et c'est toujours un mystère que la vie, et on va pas faire de psychanalyse, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Monsieur Saint-Toul pour qu'il se plaise à jouer ce rôle-là? Moi, ça m'interroge toujours. Qu'est-ce qui fait que tu peux être... avoir autant de passion triste, de rancœur, de ressentiment, et que tu sois animé par cet esprit de vengeance que tu devines chez lui, j'allais dire de méchanceté. Vous voyez, de choses comme cela qui te... qu'est-ce qui fait que dans la vie tu puisses être comme ça? Quelle déception as-tu? Surtout quand on prétend incarner le bien et le vrai dans l'histoire, c'est ça le paradoxe. Moi, ça m'interroge toujours parce que c'est la patte humaine qui nous intéresse. C'est lui qui a traité Olivier Dussopt d'assassin dans l'hémicycle. Deuxième passage avec Rassi Shidadati qui est interrogé cette fois-ci sur la façon dont elle aurait été nommée avec, pourquoi pas, des entrevues entre le président Macron, entre Vincent Bolloré, et où elle serait au centre de ces débats. Écoutez.
Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier? J'entends par d'autres canaux, par d'autres moyens que l'article du Monde qui a pu être consacré. Je n'étais pas ministre de la Culture. Ce n'était pas ma question. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Je n'étais pas ministre de la Culture, donc je n'étais pas dans l'agenda ni présidentiel, ni ministériel. Voilà. Je vais me permettre de vous rappeler que vous avez prêté serment et que je vous ai posé une question précise. Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier par d'autres moyens que l'existence d'un article de presse du Monde sur le sujet? Je n'ai aucune connaissance des rencontres du président de la République avec les personnes qu'il souhaite rencontrer. Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination? Là, ça devient très personnel. Non, mais ça devient très personnel, monsieur le rapporteur. Je prends aussi à témoin les députés. Moi, je veux bien. Mais là, vous allez trop loin, monsieur le rapporteur. Je vous le dis. Voilà. Non, ce sont des questions qui soupçonnent des choses. Voilà. Donc moi, j'ai prêté serment, je réponds clairement. Vous m'auditionnez comme ministre de la Culture, je réponds à ces questions. Là, je vais vous dire, la croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Donc, vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur, vous mettez en cause ma capacité, vous mettez en cause ma compétence. Je ne pourrais pas être nommé uniquement, simplement, je serais l'objet d'un contrat entre deux hommes pour que je puisse exercer une fonction. Non mais je vous pose la question et je prends à témoin les parlementaires. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un se rencontre en disant il faut la prendre ou pas? Vous mettez en... Non, monsieur le rapporteur. Moi, je suis une responsable politique, engagée politiquement. J'ai fait mes preuves politiquement, j'ai une légitimité. Vous souhaitez la mettre en cause depuis le début de cette audition, je n'accepte pas. À chaque fois, ça va trop loin. Voilà. Donc moi aussi, j'ai le droit d'être absolument pas content de ce type de questions. Parce que le soupçon n'est pas acceptable. Dites-moi pourquoi il suffirait que deux hommes parlent de moi pour pouvoir me nommer. Pourquoi? Quelle est votre idée derrière la tête, monsieur le rapporteur? Ça serait quoi? Ils auraient quelque chose qu'ils auraient conclu ensemble et que je serais le prix de ce contrat? Non, écoutez, ça va... C'est pas acceptable. Je vous réponds, ça n'est pas acceptable. On a entendu la voix de Quentin Bataillon et je vous montrerai tout à l'heure à la fin de cette séquence combien il a été présent, combien il a recadré, combien lui-même était ennuyé de ce qui se passait. Mais pour le moment, restons avec Monsieur Saint-Toul, qui a tweeté d'ailleurs hier en fin d'après-midi. Les ministres d'Emmanuel Macron ne supportent pas de rendre des comptes au Parlement. Poser des questions, c'est briser l'entre-soi. Pas de chance pour Rachida Dati. Elle avait en face d'elle un insoumis. C'est saisissant, c'est hallucinant. Mais je pense que c'est contre-productif et c'est très intéressant d'ailleurs de voir ces séquences, parce que les gens se rendent compte qui est qui. Dernier passage, c'est sur l'attribution des fréquences, avec une question qui est posée et qui se transforme évidemment par une question qui vise Vincent Bolloré. Mais il est obsédé, c'est pas possible. Je rappelle à notre commission que Olivier Schrammeck et Marcel Rogemont ont fait part de leurs doutes quant à la régularité de l'attribution des autorisations en 2012 et qu'il est parfaitement légitime qu'on puisse aujourd'hui formuler des questions sur la procédure et sur les intentions et sur l'action du gouvernement éventuellement en direction du régulateur dans ce sens. Est-ce qu'Emmanuel Macron ou Gabriel Attal vous ont demandé à un moment ou à un autre de préserver les autorisations du groupe Bolloré? C'est une commission d'enquête contre M. Bolloré. C'est sur M. Bolloré. Enfin, je m'interroge. Non, mais vous savez, moi je vais vous dire très clairement les choses. Je suis ministre de la Culture, je suis ministre de la République et de tous les Français. Je vous dis simplement, vous imaginez un seul instant un président de la République ou un premier... Non, vous avez posé la question, j'ai le droit de vous répondre. Je vous réponds. Je dis simplement, je suis une ministre de la République. Je suis engagée en politique depuis très longtemps, je veux vous dire. Donc je connais l'engagement politique. Je sais ce qu'est être engagé politiquement, comme parlementaire et comme ministre. Je suis la ministre de tous les Français. Il y a un président de la République et un Premier ministre, ce sont des institutions. Vous imaginez qu'on puisse se commettre à ce genre de choses?
Voilà. Donc je vous réponds, j'ai une mission très claire, je vous ai énoncé mes missions quand je suis arrivé en introduction, au moment où vous mettiez en doute et ma compétence et ma légitimité, puisque vous indiquiez que c'était sans doute au détour d'un rendez-vous entre deux personnalités que j'aurais été peut-être le fruit d'un contrat, voilà, pour être ministre. Ça n'est pas le cas. Je vous dis simplement que moi, je respecte le régulateur, le président de l'Arcom n'a jamais eu ni pression, ni influence sur quoi que ce soit. Voilà, je vous le dis très clairement. Il a des prérogatives et des missions très claires, notamment celle d'attribuer des autorisations. Nous n'y sommes pas mêlés. Il fait ça en toute indépendance. Je n'ai eu aucune demande formulée de qui que ce soit pour favoriser qui que ce soit. Parce que je vais vous dire, monsieur le député, vous semblez l'oublier. Si c'était le cas, ça serait du pénal. Voilà. Donc je vous le dis. Donc vous me soupçonnez d'une infraction pénale. Voilà, je vous le dis aussi clairement et aussi directement. C'est une commission d'enquête contre Vincent Bolloré. Elle a trouvé la phrase qui résume cette commission d'enquête. Moi, je trouve que cette commission d'enquête, dont il faut rappeler que c'est LFI qui est à l'origine, il a demandé. C'est pour ça qu'ils ont le rôle de... Mais l'Assemblée nationale laisse faire comme ça. L'Assemblée nationale, elle peut rien faire. Il y a, comme on l'appelle, un droit de tirage. Bon, les oppositions qui ont le droit à demander une fois par an une commission d'enquête. Ça a été fait pour LFI. Moi, je trouve qu'il y a un vent mauvais, vraiment, qui souffle sur notre démocratie quand on voit ce genre de commission d'enquête qui se transforme en attaque ad hominem contre Rachida Dati, des procès d'intention, de la suspicion. On n'est plus dans une commission... J'ai pas le souvenir, moi, d'une commission d'enquête aussi orienté, aussi détestable, j'emploie le terme, et qui se transforme en procès inquisitoire contre des personnes. Et je pense que finalement, voyez-vous, cette commission d'enquête aura peut-être du bon, parce que bas les masques. On voit bien ce qui est en train de se passer, et j'attends avec beaucoup d'intérêt l'audition de Yann Barthès. Il va bien falloir qu'il s'explique sur ce qu'il représente le pluralisme pour lui. Donc je crois que cette commission d'enquête met à jour finalement toute l'hypocrisie de ceux qui ont voulu cette commission d'enquête. Il faut quand même dire à nos téléspectateurs que c'est M. Saint-Toul qui va écrire le rapport. Oui, mais... Donc le rapport est déjà écrit avant même les auditions. Mais ça sera intéressant de le voir face à Yann Barthès, effectivement, M. Saint-Toul, s'il a le même ton, inquisiteur, etc. Je vous répète, je pense que M. Saint-Toul s'est décrédibilisé dans sa démarche. Elle n'est pas habile, sa démarche, puisqu'elle est caricaturale. Surtout, et puis il y a un mélange de grossière, la démarche là. Hier, on voit bien que son obsession, c'est Vincent Bolloré, notre groupe. Et puis même le sous-texte, lorsqu'il parle à une femme, expliquer qu'une femme est nommée parce que deux hommes parlent ensemble, il y a quelque chose aussi l'ordre du machisme ou de la misogynie qui n'aura échappé, je pense, à personne. Quentin Bataillon, c'est le président. Et qui a été vraiment, on le voit pas forcément dans tous ces extraits, c'est pourquoi j'ai voulu vraiment qu'on voit comment il est intervenu, comment il tente de recadrer, parce que je vous disais tout à l'heure, que fait l'Assemblée nationale ? L'Assemblée nationale, elle fait pas grand-chose, elle laisse faire bien sûr, mais son président a été présent. Quelle est la nouveauté de vos vues au ministère ? Quelle décision politique vous pourriez prendre que Mme Abdul-Malak n'aurait pas été en mesure de prendre ? Juste pour reclarifier bien sûr les débats sur ce point-là, Madame la Ministre, cette commission d'enquête ne concerne effectivement que le contrôle, l'attribution, le contenu de la TNT, donc vos réponses doivent se limiter à cet objet de la commission. Vous étiez hier au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation qui avait un champ beaucoup plus large, mais l'ensemble de nos questions et vos réponses sont limitées, donc je confirme que si cette question est posée, elle se limite à notre commission. Donc, pour correspondre à la demande du président, je reformule. Quelle est la nouveauté de vos vues au ministère concernant la TNT et quelles décisions politiques pouvez-vous prendre que Mme Abdul-Malak n'aurait pas été en mesure de prendre concernant le renouvellement notamment des autorisations de la TNT ? Si vous avez des états d'âme concernant Mme Abdul-Malak, je ne suis pas concernée. Je suis un ministre de la République avec des missions politiques très précises. Ma personne peut vous déplaire, ma nomination peut vous déplaire, ça n'est pas le sens et l'objet de cette commission. Et ici, l'exécutif rend des comptes au Parlement. Voilà, simplement. Donc n'inversons pas l'ordre des choses. Et vous voyez, je ne fais que poser des questions. Et je confirme bien qu'effectivement l'exécutif rend des comptes, mais cette commission d'enquête a un objet précis, il faut qu'on s'en tienne, et nous en éloignons de plus en plus depuis quelques questions. Allez-y, monsieur le rapporteur. Non, je n'ai formulé que des questions qui évoquaient le sujet de la TNT et des autorisations, donc je ne m'éloigne pas.
Bon, donc vous voyez, ça a été affleuré, boucheté tout le temps. Dernier passage de cette commission, c'est Roch-Olivier Maistre, qui a été très clair, le président de l'Arcom, qui dit on va pas ficher les journalistes. D'ailleurs, c'est extrêmement compliqué. Éric Revel, c'est à droite ou à gauche? À votre avis? En fait, ça dépend sur quel plan. Mais bien sûr, c'est le plan économique, sur le plan. Mais bien sûr, comme voilà. Ça le regarde. Non, d'abord. Oui, mais je veux dire, comme vous n'êtes pas militant, j'imagine que vous vous retrouvez parfois avec des gens qui ont des positions progressistes, parfois des gens qui ont des positions libérales, parfois des gens qui ont des positions conservatrices, ce qui est la vérité pour tout le monde. Ce qui est plus agaçant dans le petit microcosme qui est le nôtre journalistique, Pascal, c'est que, et ça c'est vraiment une antienne maintenant, c'est que quand vous n'êtes pas catalogué à gauche ou sur tous les sujets à gauche ou bien pensant, en fait le seul argument c'est de dire vous êtes de droite extrême. Vous voyez, et ça, je sais pas si les gens se rendent bien compte. C'est à la fois une insulte et c'est un argument qui porte plus du tout. Il n'y aura plus de catalogage. Dernière, je l'ai dit, Olivier. Justement, on va l'écouter. Ça, c'est l'importance de cette audition. Oui, mais justement, on va l'écouter. En fait. C'est rassurant. On va l'écouter. Deux principes en tête. Le premier, c'est bien évidemment, comme le souligne la décision du Conseil d'État, le respect plein et entier de la liberté éditoriale des médias. Donc le régulateur ne mettra pas le doigt dans le choix des thèmes traités par les éditeurs, ni dans le choix des intervenants choisis par les éditeurs, qui relèvent de la liberté éditoriale de ces éditeurs. Ils doivent, dans ce cadre, bien évidemment, respecter la loi, mais c'est leur liberté et leur responsabilité en même temps. Donc je l'ai dit et je le redis devant votre commission, on ne transposera pas à l'ensemble des intervenants sur les plateaux de chaînes de télévision les obligations qui s'appliquent en matière de pluralisme politique. En matière de pluralisme politique, la loi dit explicitement que les médias audiovisuels doivent nous communiquer la liste des personnalités politiques qu'ils invitent, c'est mentionné en tant que tel dans la loi, et les temps de parole correspondants. On ne transposera pas ce modèle-là, et donc il n'est pas question, je l'ai dit, je le redis ici, de rentrer dans je ne sais quel catalogage, dans je ne sais quel fichage de l'ensemble des intervenants sur les plateaux de télévision pour les qualifier d'une sensibilité ou d'une couleur politique dans un sens ou dans un autre. Donc la liberté éditoriale des éditeurs sera respectée. Le Conseil d'État ne nous demande en aucune façon de rentrer dans cette voie de catalogage. Bon, j'ai envie de dire, c'est fin de l'histoire. La décision du Conseil d'État n'était pas aussi claire que ça. Non. Elle parlait, effectivement... pour tenir compte du pluralisme, il fallait aussi intégrer les invités, les consultants, les chroniqueurs. Il y avait un vrai risque d'atteinte à la liberté d'expression. Mais pardonnez-moi. Là, on revient au droit positif. Georges, pour une raison très simple, c'est que quand vous voyez la nouvelle composition du Conseil d'État, pardonnez-moi, là, c'est pas faire un procès d'intention, il y a un biais idéologique au Conseil d'État. Donc, évidemment, comme ils incarnent plutôt la gauche que la droite, ils ont envie d'écouter des gens de gauche et pas des gens de droite sur les plateaux. Mais le président de l'Arcom fait vraiment une approche professionnelle et bien recadrée pour ses enquêteurs. Thomas Hill, puisque nous sommes déjà en retard.